les panélistes. Chacun d'entre eux va avoir une intervention de 15 minutes. Par la suite, on va ouvrir la porte à l'échange. Vous allez avoir le droit à poser vos questions et y répondront. D'accord? Donc, on va commencer par Siegfried Mattelet, qui est chercheur. Allahu Akbar. Donc, Siegfried Mattelet, chercheur postdoctoral à la chaire UNESCO ICAM. Par la suite, la parole va être donnée à frère Samuel Mojzoub, président du Forum musulman canadien. Finalement, William Corbuckley, avocat en litige civil et commercial. Même Sœur Hanadi Saad va participer à la réponse, pour répondre. Je serai là pour répondre à vos questions. Moi aussi, je vais jouer le rôle de l'animatrice et je vais me permettre de répondre à quelques questions, surtout que je vois maintenant un de mes élèves, ce qui fait, ça m'a rendue plus heureuse. Il est là, il m'a fait le beau sourire. On va donner la parole à Siegfried Mattelet. Merci beaucoup. Alors voilà, on m'a demandé de vous présenter un peu ce qu'était l'islamophobie, en quoi ça consistait et comment est-ce qu'on en était arrivé à une situation au Québec où c'était malheureusement devenu de plus en plus présent. Alors j'ai essayé de m'acquitter de ce mandat-là en vous parlant quand même pas trop longtemps, en essayant de vous présenter les choses le plus simplement possible. Alors, l'idée, en fait, que je soumets, en fait, comment est-ce qu'on en est arrivé à un climat islamophobe au Québec, c'est qu'on a subi une influence un peu subtile et indirecte de ce qu'on appelle en Europe la victoire idéologique de l'extrême droite. Donc, on a vu depuis le début des années 2000 en Europe différentes idées, différents thèmes, différentes orientations qui sont issues des partis d'extrême droite et qui ont déteint sur le discours des partis centristes et même sur les médias de masse. Alors, il y a des formes de nationalisme qui en sont émergées, et il y a une forme de démocratie militante à cheval entre une nouvelle extrême droite, une droite radicalisée, et une gauche ultramoderne qui se dessine, et donc une espèce de nébuleuse qu'on appelle généralement des discours, des idéologies nationales populistes. Et c'est un peu ce genre de discours-là dont le Québec subit les contre-coups, et dont il a subi particulièrement les contre-coups avec le débat sur la laïcité, qui est en fin de compte un bon véhicule pour porter ce genre de discours national populiste. Alors, je vais vous expliquer un peu au cours de l'exposé en quoi est-ce que ça consiste, ce type de discours qui investit donc le discours des partis politiques qu'on trouve au centre de l'échiquier politique en Europe, ou le discours des partis politiques comme on a entendu ici au Québec de la part du Parti québécois. Et c'est donc avec ce type, la montée en croissance, si on veut, la croissance de ce type de discours, qu'on en arrive à mettre de l'avant des politiques qui visent directement ou indirectement les musulmans, qui sont généralement, si on veut, appuyés par différents types de stéréotypes et qui résultent la plupart du temps en des lois qui sont d'une certaine façon discriminatoires. Alors, ce qui se passe, c'est que ce discours-là présente souvent les musulmans comme étant un ennemi, à la fois un ennemi extérieur de la nation, ou même un ennemi qui se trouve à l'intérieur de la nation et auquel il faut faire attention. C'est ce type de préjugé-là ou de stéréotype qui investit les discours politiques et qui résulte après ça parmi la population, donc en des préjugés grandissants et parfois même des passages à l'acte envers des agressions verbales ou même des agressions physiques envers des gens qui s'apparentent, dont on peut penser qu'ils sont musulmans, et la plupart du temps, malheureusement, des femmes qui portent le foulard islamique. Alors, je vais essayer de vous exposer un peu qu'est-ce qu'on entend exactement par l'islamophobie, c'est quoi sa définition, dans quel contexte est-ce que ça se situe, et un peu comment est-ce que les nouveaux discours qu'on entend avec plein de stéréotypes ont pu se greffer au débat sur la laïcité au Québec. Il y a un peu les différents types de représentants de ces discours qu'on peut voir à droite.
des gens plutôt néoconservateurs qui vont véhiculer ce type de préjugés. Au centre, ce qu'on appelle en anglais des native informants, ou souvent des gens qui sont eux-mêmes d'un arrière-plan culturel ou religieux musulman et qui, en racontant leur histoire, souvent sèment le doute, en fait, et on laisse l'impression qu'il y a un peu une cinquième colonne, si on veut, de musulmans actifs qui s'apprêteraient à changer les institutions ici au Québec, au Canada ou même partout ailleurs dans les démocraties occidentales. Et ce genre de personnage-là, généralement, est très efficace, disons, pour faire passer le type de préjugés qu'on entend sur les musulmans du discours tenu par la droite, qui on appelle donc aux valeurs traditionnelles, à l'identité nationale traditionnelle, vers la gauche, alors sous la forme de discours qui ont l'air plus progressifs, qui ont l'air de vouloir se réclamer de la défense du droit des femmes, de la défense du progrès, de la laïcité, etc., etc., et qui, malgré tout, derrière ça, véhiculent plusieurs présupposés, plusieurs stéréotypes sur les musulmans. Alors, la définition de l'islamophobie, qu'est-ce que c'est que l'islamophobie? Il y a toute une histoire là-dessus et souvent, on entend des éditorialistes, je vous l'assure, mal informés, venir nous dire que l'islamophobie est un terme qui sert finalement à empêcher les gens de faire une critique de la religion et que ça aurait été inventé même par différents groupes, donc toujours les mêmes, soit les mollahs iraniens, soit les frères musulmans, dans le but de faire taire toute critique sur l'islam. En fait, quand on regarde un peu l'histoire du terme, il n'en est rien du tout. En français, c'est un terme qui date du tout début du XXe siècle et qui désignait un mode d'administration coloniale. Alors, je ne vais pas élaborer là-dessus, simplement pour dire que le sens contemporain, on a recommencé à utiliser le mot islamophobie plus récemment, vers le milieu des années 90 en Angleterre. Et à la fois les chercheurs et les activistes, si on peut dire, les gens qui sont issus de la communauté musulmane en Angleterre, avaient besoin d'exprimer le type de préjudice qu'ils vivaient ou que ces gens-là vivaient dans une communauté musulmane qui était elle-même, donc en Angleterre, très diversifiée, où il n'y avait pas seulement des arabo-musulmans, où il y avait aussi des gens qui pouvaient être issus du sud-est asiatique, ou encore des Noirs aussi africains qui étaient musulmans. Et tous ces gens-là faisaient face un peu à un même type de préjudice, où c'était la religion, ou une certaine image stéréotypée de la religion qui était mise de l'avant, en disant on sait bien les musulmans sont de telle ou telle façon, pour justement les rejeter ou les discriminer. Et c'est comme ça qu'on en est venu au milieu des années 90 à former donc, ou à réutiliser dans les milieux académiques le terme islamophobie pour désigner ce nouveau type de préjudice et donc cette forme particulière de racisme auquel faisaient face les musulmans. Alors, on entend souvent parler du Runnymede Trust, qui est un des organismes donc, qui a participé à faire valoir cette définition-là, qui par la suite donc, a été resserrée. Donc, on a précisé pourquoi est-ce qu'on parle d'islamophobie. Bien sûr, on ne parle pas d'une phobie comme de la peur des araignées. On parle vraiment peut-être plus d'un discours de haine qui parfois est cultivé même par certains acteurs et qui, oui, peut amplifier des craintes qui, par ailleurs, peuvent être légitimes, mais généralement, il y a certaines, comment est-ce qu'on dit, on entretient cette peur-là. Donc, c'est lié aussi à une forme de ce qu'on a appelé le néo-racisme, c'est-à-dire que le racisme ne fait plus appel à la biologie, à une vision tout à fait fausse, d'ailleurs, de la biologie selon laquelle il y aurait des races humaines, mais maintenant, on tend à penser, enfin, les racistes tentent à mettre de l'avant un discours selon lequel c'est les cultures qui font des différences essentielles entre les êtres humains et des différences qui sont en quelque sorte insurmontables, et c'est en arguant que ces différences-là existent qu'ils font des distinctions entre les groupes humains qui justifient, à leurs yeux, en fait, certaines discriminations. Donc, c'est une forme de racisme sans race qui émerge, et c'est bien sûr une forme de racisme qui émerge, qui est liée à des discours idéologiques aussi, un peu comme je vais essayer de l'expliquer. Donc, quand on veut vraiment voir ou essayer de cerner ce qu'est l'islamophobie, on fait référence non seulement à ce processus, mais surtout à ce sur quoi il débouche. Alors, pour le définir de façon précise, disons que ce sont des actes qu'on peut répertorier, qu'on peut quantifier, qui constituent une forme de rejet
dont, entre autres, pas exclusivement, mais entre autres de la discrimination, donc au sens légal du terme, ou des violences verbales et physiques, et bien sûr, toute autre forme de rejet envers des personnes ou des institutions, et donc une forme de rejet qui serait motivée en fonction d'une appartenance réelle ou alléguée à l'islam. Donc on voit que dans cette forme de préjudice-là, c'est vraiment la vision, et souvent une vision stéréotypée, de la religion qui sert à justifier, si on veut, des actes discriminatoires ou des violences verbales et des violences physiques. Et donc, je vais élaborer peut-être un peu plus sur la façon dont il y a un processus qui a pu mener à l'augmentation de l'islamophobie à la fois en Europe et au Québec. Alors, pour faire un portrait général, bien sûr, l'islamophobie n'est pas apparue dans le vide, elle est apparue au gré de certains événements, donc certains événements historiques, comme vous pouvez le voir ici sur le mur. Donc, je n'ai pas tous les résumés, mais disons que, entre autres, ce sont des événements liés à l'actualité internationale, des événements plus ou moins violents ou perturbants pour l'ordre international, et aussi, bien sûr, l'augmentation du terrorisme international et certains attentats contre des personnes ou les attentats de Londres, de Madrid aussi, qui servent à alimenter, si on veut, ou qui servent à ancrer, si on veut, l'islamophobie dans la réalité. Donc, c'est en réaction un peu à ces événements-là, qui sont des événements réels, que va se développer un discours qui, lui, contient plusieurs présupposés. Bien sûr, ce discours se développe aussi dans un contexte. On est dans un contexte de nouvel ordre mondial. On a une gouvernance néoconservatrice qui reprend le pouvoir, surtout à la fin des années 90, au tournant des années 2000, avec l'idée qu'on peut semer une espèce de chaos et qu'il va toujours en sortir un ordre qui va être profitable donc, pour les États-Unis. C'est la doctrine des néoconservateurs américains. Et dans cette doctrine-là, il y a un nouvel ennemi qui se dessine après la chute du bloc soviétique. Et ce nouvel ennemi semble bien être l'islamiste, entre guillemets, ou du moins l'image qu'on en projette, donc qui est menaçant pour l'ordre international et même pour la sécurité intérieure. Donc, on voit en même temps qu'il y a un contexte de reconfiguration du Moyen-Orient, une mainmise sur les ressources récemment, on l'a vu en Libye, une espèce de subvention de la dissension, où on ne sait pas trop ce qui arrive avec des groupes nouvellement formés et dont le soutien par les pays occidentaux et par les États-Unis, disons qu'on a des bribes d'informations qui nous viennent sur la façon dont ces groupes-là qui sont en dissension avec les États établis sont subventionnés en sous-main par l'Empire américain et ses alliés. Et donc, on a un découpage ethnique ou une balkanisation, si on veut, du Moyen-Orient au niveau international et au niveau intérieur des différents pays, des États-Unis et de l'Europe. On a la mise en place de systèmes de surveillance de masse, avec de plus en plus de lois sécuritaires, comme C-51 qui s'en vient et qui fait suite à toute une série de mesures qui ont été mises en place aussi depuis 2001 et qui constituent à chaque fois, ou qui à chaque fois vont un peu plus loin dans l'entorse aux droits fondamentaux. Donc, on voit qu'on a un contexte quand même mondial dans lequel peut se dessiner ou dans lequel s'inscrit la montée de l'islamophobie. Et on observe donc dans la mise en place à l'intérieur de la mise en place de ce contexte, depuis le tournant des années 2000 en Europe, un certain renouveau de l'extrême droite. Donc on a une extrême droite extrêmement belliqueuse qui met de l'avant précisément cette nouvelle forme de racisme dont je parlais à l'instant, qui ne mise plus donc sur cette conception biologique de la race, mais qui mise bien sur une conception figée des différentes cultures. De même, l'extrême droite met plus de l'avant le fascisme traditionnel, mais essaie de mettre de l'avant un rapport direct au peuple, et c'est dans ce sens-là qu'elle en appelle à une certaine identité, à une certaine valeur qui serait apparemment menacée. Et on a donc vu différentes organisations sur le modèle Stop Islamization, donc c'est un modèle d'extrême droite qui vient de Scandinavie, du Danemark, donc le modèle Stop Islamization, autrement dit au secours, il y a une cinquième colonne potentiellement menaçante, formée par des islamistes, donc c'est le discours, la trame narrative qu'on nous répète, que nous répète sans cesse différents groupes Stop Islamization qui ont été fondés en Europe, en Amérique, un peu partout dans le monde, et qui ont des teints sur des partis d'extrême droite qui, comme je l'expliquais, déteignent eux-mêmes sur les partis centristes en Europe.
depuis le milieu des années 2000. Donc, on a vu que c'était le cas aussi aux États-Unis. Et donc, depuis l'élection de Barack Obama, il y a beaucoup de pression qui est mise déjà pour souligner ou pour alléguer que c'est un musulman. Et donc, ça permet de ressortir un peu les mêmes trames narratives, toujours, où on dépeint le musulman ou l'islamiste, entre guillemets, puisque c'est comme ça qu'on dépeint, ou qu'on jette le soupçon sur les communautés musulmanes. Donc, on dépeint comme un ennemi extérieur et un ennemi intérieur. Et donc, on voit qu'on a différents groupes aussi aux États-Unis qui ont repris ce discours-là et qui influencent aussi par le biais du Tea Party le Parti républicain et donc le discours plus centriste aux États-Unis. Donc, ce qui se dégage de cette victoire idéologique, essentiellement en Europe et aux États-Unis aussi, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes sur l'islam qui commencent à prendre le centre du discours public, à la fois dans les médias et à la fois chez certains partis politiques, et que l'idée que ça véhicule, c'est l'idée d'une incompatibilité entre les valeurs qu'adoptent les gens qui pratiquent la religion musulmane et les sociétés nationales. Et c'est comme ça, donc, on voit qu'à droite se creuse, si on veut, où le discours est à l'effet qu'il y a un fossé entre l'identité nationale, les valeurs traditionnelles et la pratique de l'islam, et qu'il y aurait comme une sorte d'incompatibilité qui se dessine là. Alors qu'à gauche, on met de l'avant des valeurs plus ou moins progressistes, plus ou moins modernes. Encore là, on les falsifie, on essaye de creuser l'antagonisme entre les valeurs des gens qui pratiquent l'islam et la défense de choses comme le droit des femmes, l'égalité homme-femme, la laïcité elle-même et différents thèmes progressistes. Et c'est comme ça qu'on tend à faire valoir ou à promouvoir l'idée qu'il y aurait une incompatibilité entre la religion musulmane et les sociétés occidentales. Et ce discours-là, on l'a vu se répandre un peu partout à la faveur des débats sur la place de la religion. Et je pense qu'on l'a vu se répandre particulièrement au Québec, où je vais sauter tout de suite avec quelques déclarations ici que vous avez sûrement entendues pendant le débat sur la laïcité, où encore une fois, on répand des stéréotypes un peu sur la pratique de l'islam. On fait valoir la menace d'islamisation et on essaie, enfin, derrière tout ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y aurait une incompatibilité. L'idée qu'on essaie que les politiciens mettent de l'avant, c'est l'idée qu'il y aurait, et les médias aussi, c'est l'idée qu'il y aurait une espèce d'incompatibilité entre les valeurs des gens qui pratiquent la religion musulmane et la société québécoise. Donc, je pense que c'est un peu l'impact de tous ces débats-là qu'on a eu, de tous donc l'impact de ce discours national populiste qu'on a vu se répandre en Europe, qu'on a vu se répandre aux États-Unis avec le Tea Party et des groupes comme ça, qui sont répercutés au Québec et qui sont particulièrement répercutés pendant le débat sur la laïcité, et donc on voit les conséquences par la suite. Merci beaucoup, Siegfried, pour cette contextualisation de la notion de l'islamophobie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Siegfried Matelet est docteur en philosophie, chercheur sur l'islamophobie, rattaché à la chaire UNESCO-UQAM sur les fondements philosophiques de la justice et de la démocratie, et co-rédacteur du mémoire sur la charte de la laïcité. Là, non. Muhadara. Donc, pour rassurer plusieurs d'entre vous, la conférence ne va pas uniquement être en français. Elle va être variée comme notre diversité dans ce pays. Alors, je passe la parole à frère Samer Majzoub, vous le connaissez, vous avez l'habitude de l'écouter.